Bien, chers collègues, donc cette séance a donné lieu à une convocation par lettre en date du 23 mars avec l'envoi des documents préparatoires. Mais donc il y a une délibération, je le dirai tout à l'heure, qui est complétée par rapport aux circonstances. Donc ce soir, Madame Massette a donné pouvoir à Catherine Échard jusqu'à son arrivée. Valérie Buja-Fernandez a donné pouvoir jusqu'à son arrivée aussi à David Gerson. Fouzia Benama a donné pouvoir à Mohamed Mafri. Christian Cortés a donné pouvoir à Monique Combe. Bernadette Guéry a donné pouvoir à Maurice Bidouille. Bernard Keller, qui représente la métropole ce soir et qui n'est pas là, m'a donné son pouvoir. Marc Pozza a donné pouvoir à Régis Léonard. Et Bernard Loumagne, jusqu'à son arrivée, a donné pouvoir à Gilbert Agas. Voilà. Donc, je propose à Sylvie Bousquet, si elle est d'accord, d'assurer le secrétariat de séance. Merci, Madame Bousquet. Bien, premier point, vous avez reçu le procès-verbal du conseil municipal du 20 décembre qui vous a été transmis, donc le 23 mars. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Pas de remarques? Bien, donc ce procès-verbal est approuvé. Alors, nous avons des modifications, des délibérations qui ont été modifiées. L'adhésion de la question numéro 52, où la cotisation est modifiée à 120 €, et la question numéro 53, où au regard des circonstances, nous avons complété la délibération relative à la protection fonctionnelle demandée par M. Bernard Loumagne. Bien, mes chers collègues, c'est vrai que nous tenons cette séance du conseil municipal ce soir dans un contexte, somme toute, un peu particulier au regard de cette persistance de la barbarie, de l'intolérance, de l'antisémitisme qui ont conduit à des actes d'une ignominie totale. Hélas, je crains que ce ne soit pas fini lorsqu'on voit par exemple que l'Égypte prépare une loi visant à criminaliser l'athéisme. Face à cela, je crois effectivement qu'il faut aussi faire preuve d'une grande humilité, car les questions de terrorisme et de radicalisation ne se règlent pas facilement, et toute tentative de récupération politique face à ces drames-là me paraît particulièrement déplacée. Chers collègues, dans ce contexte, nous avons effectivement à déplorer les victimes innocentes, Jean Mazière, Christian Medves, Hervé Sosna, une autre personne, Mireille Knoll, assassinée tout simplement parce qu'elle était juive. Et puis bien sûr, une autre victime qui est mort en héros, le colonel Beltrame, je peux dire colonel ce soir. Et c'est vrai que je crois qu'il a donné sa vie au service des autres. C'est un exemple à méditer. Je vous propose donc, mes chers collègues, si vous en êtes d'accord, que nous observions une minute de silence à la mémoire de toutes ces victimes. Bien, je vous remercie. Alors bien sûr, face à cette barbarie, face à cette démarche qui veut qu'on remette en cause notre mode de société, notre envie, notre modèle de société. Il fut un temps, et ça a été très bien traduit dans Le Long de la Rose d'Umberto Eco, où le rire était quelque chose qui était intolérable. Aujourd'hui, le fait de se retrouver, d'être dans la convivialité, apparaît pour certains
intolérable. Eh bien non, nous allons continuer et nous allons persister dans notre façon de vivre, dans notre façon de fonctionner, dans cette convivialité. Nous l'avons fait avant avec le carnaval. Quand vous avez 5000 personnes qui sont réunies autour d'une fête comme ça, c'est ça notre modèle de société, c'est ça notre façon de fonctionner. Le fait de se retrouver autour de la fête. Quand on voit dans cette fête les yeux des enfants, on se dit que l'on a raison. Et bientôt, nous allons recommencer. Nous allons recommencer au mois de juin avec la fête champêtre, puisque, vous le savez, en lieu et place ou en continuité de ce qu'était la fête des rues, nous allons proposer une fête champêtre le 23 juin. Nous allons aussi poursuivre, comme ça a été le cas le week-end dernier avec 1700 participants au Festival du Jeu. Le jeu aussi fait partie de notre modèle de société, il faut préserver tout ça. Donc, oui, je crois, mes chers collègues, que nous devons poursuivre dans notre modèle de société, poursuivre dans notre modèle démocratique qui nous réunit ce soir dans ce conseil municipal pour discuter, pour débattre, pour ne pas être d'accord, mais pour, au fond, après, se retrouver sur les valeurs de la République. Je reviendrai aussi sur les grands événements que l'on a connus. Notre conseil se tenait au mois de décembre. Depuis, il y a eu un certain nombre de choses. Je voudrais rappeler simplement ici que nous avons organisé ces portes ouvertes pour le centre technique municipal et les vélos personnels qui ont permis effectivement à tous les agents de découvrir cet espace de travail et de production qui est remarquable. Nous avons aussi fêté les 30 ans d'Odysseus avec un spectacle magique et une ambiance tout à fait retrouvée. Les 21 km de Blagnac, toujours aussi animés. Et cette année particulièrement, moi je voudrais remercier et les agents et mes collègues qui ont couru pour une cause particulière, qui est la cause de ces enfants atteints de maladies terribles, qui était courir pour Constance avec Madame Fugain. Il y a eu aussi les assises du sport autour du thème de la responsabilité et nous poursuivrons. Nous poursuivrons le 10 avril avec les assises de la culture parce que là aussi, il faut que nous donnions à notre monde associatif des espaces pour réfléchir, pour aussi adapter leur mode de fonctionnement. À côté de cela, j'aurais juste évoqué quelques grands chantiers et l'un qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'école de l'aérogare. Vous le savez, nous devons réintervenir fortement sur l'école de l'aérogare. À un moment, il était prévu de faire les travaux en site occupé. Je crois que toutes et tous ici, nous n'étions pas très enclins à enclencher les travaux avec les gamins dans le bruit, dans la poussière, dans le risque. Et nous avons profité d'une opportunité. L'opportunité, c'est que le terrain de l'ancienne jardinerie du Touche est gelé pour une période assez longue. Et donc, nous avons, et je voudrais ici remercier tous les acteurs, y compris le propriétaire, nous avons obtenu la possibilité de disposer de ce terrain pour pouvoir faire une école provisoire et donc pouvoir réaliser les travaux sans que les gamins soient sur le site. Et je pense qu'il faut effectivement se féliciter de ça. Je sais que pour en avoir parlé ici ou là, y compris nos collègues de l'opposition, trouvaient que c'était un peu compliqué de faire ces travaux en site occupé. Donc c'est une bonne chose que de pouvoir utiliser cela. Nous allons bientôt inaugurer la salle des fêtes, puisque nous avons eu la visite de sécurité qui, sous réserve de certaines adaptations, est favorable à l'ouverture de la salle des fêtes. Vous avez vu que le parking de l'hôtel de ville avance. Pour l'instant, nous sommes complètement dans le tempo du chantier. L'opération des Cèdres va démarrer. Nous avons organisé et continué à organiser des rencontres avec les habitants qui ont participé à tous les groupes de travail, qui ont fait des propositions. Et aujourd'hui, plus de 150 personnes qui se sont mobilisées, c'est quand même tout à fait important. Je voudrais aussi juste faire un rappel, mais je reviendrai tout à l'heure en reparlant quand on sera, cher collègue Maurice Bidouille,
sur la zone maraîchère où j'interviendrai pour expliquer ce que nous sommes en train de faire. Pour terminer, je voudrais, ce sera une note, semble-t-il, sympathique pour terminer cet avant-propos après l'avoir commencé par un aspect dramatique, c'est terminer par des félicitations. Félicitations BSC Vélo parce qu'il a été classé par la fédération le premier club français en nombre d'adhérents. Féliciter aussi les boxeurs, les frères et la sœur Benama qui sont champions de France de boxe. Bénéficier aussi le tennisman Hugo Gaston qui s'est sacrément illustré aux États-Unis. Illustrer le gymnaste Alphonse Burbaille qui est aujourd'hui retenu pour préparer les Jeux Olympiques de 2024 qui est aujourd'hui sur le pôle de Lyon pour préparer cela. Et puis féliciter enfin nos joueuses de rugby, les 4 joueuses qui ont participé au tournoi des moins de 20 ans et qui ont remporté ce grand chelem. Et donc tous ces sportifs, on les honorera au mois de mai ou au mois de juin. Et je pense qu'en votre nom à tous, on pourra leur adresser toutes nos félicitations. Voilà pour ces quelques propos liminaires que je souhaitais vous proposer. Naturellement, je vous donne la parole si vous souhaitez intervenir à votre tour, préalablement au déroulement de l'ordre du jour de ce conseil. Y a-t-il des demandes de parole? Non. Bien, je vous propose donc que l'on attaque l'ordre du jour. Vous avez eu connaissance des décisions. Est-ce que sur les décisions, il y a des questions, des demandes de précision auxquelles nous répondrons? Monsieur Ajas. Alors, vous me donnez le numéro. Oui, non, juste la 450, je me demande s'il n'y a pas une erreur, parce que c'est marqué pour les jardins familiaux, 40 € le mètre carré. Ça me paraît un peu cher, non? Monsieur Bourreau. Ah oui, si c'est 40 € le mètre carré, ça fait beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup, oui. Parce que c'est un forfait par parcelle. Oui, annuel. Avis, c'est pas ça. Après, il y a un calcul qui est fait effectivement en fonction de la superficie. Donc 40 € c'est le minimum. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à 70 € maximum en fonction de la taille de la parcelle. Quand on atteint les 180 mètres carrés, on est à peu près à ce niveau-là. Mais 40 € de mémoire, c'est la parcelle la plus petite. Alors, je pense qu'il y a une erreur dans la... C'est annuel. Hein? Il y a une erreur dans la décision. De 40 oui, mais c'est 40 € annuel. Le mètre carré. Il y a marqué dans la décision 40 € le mètre carré. Vous avez une redevance annuelle dont le montant est de 40 € par mètre carré. Donc, alors après, je ne sais pas si c'est un tarif dégressif ou pas. Non, mais ça ne peut pas être 40 € le mètre carré parce que la parcelle la plus petite, elle fait 120 mètres carrés et ça correspond à 40 €. Oui. Bon. Donc on va vérifier, effectivement. Il y a dû y avoir une faute de frappe. Merci de cette remarque. Ah oui, merci pour avoir eu l'œil particulièrement affûté. Merci Gilbert. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'éclaircissement sur les décisions? Donc on vérifiera et bien sûr on vous informera de la suite. Bien, je vous propose donc de passer maintenant au point 2 de l'ordre du jour qui concerne le vote des taux d'imposition. Bon, sans surprise, les taux d'imposition qui vous sont proposés sont les taux d'imposition qui existaient en 2017, qui existaient en 2016. Je ne vais pas remonter comme ça jusqu'à 2015 parce qu'autrement, on y serait pour un petit moment. Donc voilà, les taux d'imposition qui restent inchangés, 6,54% pour la taxe d'habitation, 32,72% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 86,55% sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Compte tenu des bases qui nous ont été notifiées, cela nous conduit, je reviendrai tout à l'heure, à un produit de 29 287 000 €. Simplement, je voudrais rajouter que nous ne délibérons pas ici
sur le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, puisque c'est désormais la métropole. Vous savez qu'en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, avec les 37 communes de la métropole, il y a 37 secteurs de taux. D'ailleurs que chaque commune a un taux qui lui est propre. Et donc, il n'y a pas non plus de modification de taux sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui a été les taux qui ont été votés par Toulouse Métropole. Et je termine enfin pour dire oui, effectivement, sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, nous sommes dans le peloton de tête. En revanche, et vous le savez, nous sommes largement dans le peloton de queue s'agissant de la taxe d'habitation et avant-dernier s'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Je vais donc mettre aux voix le vote des taux d'imposition, sauf si vous avez des questions ou des remarques. Monsieur Léonard. Dans la mesure où nous ne votons pas le budget, nous n'allons pas bien sûr voter le vote des taux, donc ça s'abstiendra. Très bien. Donc je vais mettre aux voix qui vote contre, qui s'abstient, donc les groupes d'opposition, et donc je considère que les taux sont adoptés. Ensuite, nous avons donc la décision modificative numéro 1. Bon, cette décision modificative reprend essentiellement l'effet de la notification des bases. Vous le voyez, puisque nous avons 442 000 euros d'inscriptions nouvelles, dont 457 000 euros au titre de la fiscalité. Alors, effectivement, lorsque nous avons préparé le budget, nous avons, comme toujours, fait un budget prudent. D'ailleurs, que nous avons pris les bases telles que nous pouvions les estimer. Il s'avère que finalement, la dynamique, et là pour le coup, c'est véritablement la dynamique de l'activité économique, puisque c'est le foncier bâti industriel et commercial qui connaît une hausse importante. Et donc, nous avons aujourd'hui les effets de cette dynamique économique avec cette amélioration de nos recettes fiscales de 440 000 euros. S'agissant, sur cette décision modificative, de la GEMAPI. La GEMAPI, donc la gestion des eaux et donc de la prévention des inondations. Vous savez, cette compétence est désormais une compétence métropolitaine. Elle était antérieurement exercée de notre côté par un versement au syndicat du Touche. Donc nous aurions pu avoir une attribution de compensation qui aurait repris le montant de ce que nous versions au syndicat du Touche. Il a été décidé au niveau de la métropole d'unifier le versement la prise en compte pour chacune des communes de la même façon. Pourquoi? En considérant qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on est à l'aval qu'on n'est pas concerné par les inondations, ou à l'amont plutôt. Donc il faut qu'on ait une vision métropolitaine de ce risque-là. Et donc il a été défini un montant par habitant, et chaque commune a vu sa retenue sur l'attribution de compensation déterminée en fonction d'un montant par habitant. En gros, nous versions autour de 6 000 euros, à peu près 6 000 euros de contribution par an au syndicat. Aujourd'hui, quand on fait le calcul par habitant, nous arrivons à 36 000 euros. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'attribution de compensation va être réduite de 30 000 euros. Voilà. Donc, moi, il m'a semblé effectivement qu'on rentrait véritablement dans une démarche métropolitaine. J'ai été de ceux qui ont proposé cette formule en tant que président de la commission des finances à la métropole, et c'est celle qui a été retenue par mes collègues. Voilà sur ce qui concerne la section de fonctionnement. S'agissant de la section d'investissement, nous inscrivons en crédit de paiement les montants nécessaires. Vous le savez, en matière de crédit de paiement, nous avons toujours les glissements de 2017 sur 2018, comme nous aurons en 2019 les glissements de 2018 sur 2019, ce qui explique effectivement les 6 millions d'inscriptions supplémentaires liées à ces lissages.
Et donc, voilà pourquoi nous avons des inscriptions nouvelles à hauteur de 6 276 000. Donc, il y a effectivement, par rapport à ça, 81 000 euros de dépenses nouvelles, par contre, pour le solde de la subvention relative à la résidence habitagée. Y a-t-il des questions? Bien, alors je vais mettre aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Oui, cohérent par rapport au vote du budget. Donc, la délibération numéro 3 est adoptée à la majorité. Question numéro 4, c'est le budget annexe Aéroscopia. Bon, pour le budget annexe Aéroscopia, ça correspond à la décision modificative numéro 1. Bon, il s'agit là aussi des crédits de paiement qui n'ont pas été réalisés sur 2017, s'agissant de la ferme de Pinot et du Tarbac Nord, qui glissent vers l'exercice 2018 pour un montant de 389 000 euros. Et donc, il vous est proposé de prendre en compte cela et d'augmenter la section d'investissement à concurrence de 389 553 euros. J'ajoute naturellement que cette délibération ne modifie pas le budget originel tel qu'il vous avait été proposé pour Aéroscopia. Je vais donc mettre aux voix, sauf question. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, la décision numéro 4 est donc adoptée par la majorité et également par le groupe de M. Gerson. Nous avons aussi des subventions complémentaires. Alors, cette subvention complémentaire est une subvention de 500 euros. C'est l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour les 50 ans du Collège Guillaumet. Alors, vous allez peut-être penser que 500 euros n'est pas très généreux, mais bon, dans cette démarche-là, Audisud prend en compte des animations autour de ce collège, et donc c'est une opération beaucoup plus globale de participation de la ville, et le service jeunesse qui s'implique aussi. Donc c'est une opération plus globale. Simplement, en termes de budget direct, ça se traduit par... oui, il y a le REX. Enfin, on est très présent dans la proposition d'animation qui a été faite pour les 50 ans de Guillaumet. Oui, monsieur Léonard. C'est un minimum, puisque si on fait un calcul, ça fait 10 euros par année d'existence. Donc, la mairie de Blagnac pouvait effectivement payer cela. Oui, alors, mais vous savez pertinemment que sur ces choses-là, nous sommes présents sur d'autres dispositifs. Bien, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci pour Guillaumet. Ensuite, nous avons donc des modifications, toujours pareilles, hein, les ajustements en autorisation de programme et crédit de paiement. Ces ajustements nous permettent aussi de mettre en avant, hein, si vous voulez, la réalité hein, des coûts. Alors, vous pouvez le constater, on a toujours ce glissement sur ces ajustements. Est-ce qu'il y a des questions? Non. D'accord. Opération par opération? Ou est-ce que vous souhaitez qu'on isole une opération? D'accord. Alors attendez, je vais mettre les trois, hein, comme ça. Ouais, voilà, je mets les trois. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc les trois sont adoptés. Bien, pour l'hôtel de ville, donc on va le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre? Qui s'abstient? Le groupe de M. Gerson. Et donc c'est adopté. L'aérogare. Donc voilà, qui est contre, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, donc c'est adopté. Les sites techniques. Alors pour les sites techniques,
Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté. Tout à fait. Alors pour la ferme de Pinot et Aéroscopia, qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté. Voilà donc pour le glissement des AP. Merci. Donc nous allons passer au budget de l'aide à domicile, plutôt budget annexe, c'est le compte administratif que nous allons présenter de l'aide à domicile. On peut avancer là. Allez-y. Bien, donc là aussi, ce qui me paraît important, c'est d'observer en matière d'aide à domicile quelque chose qui est cohérent et naturel. C'est qu'effectivement, plus on a de personnes âgées et plus on est en intervention sur l'aide à domicile. Vous le voyez, en 2017, nous avons eu 197 bénéficiaires, dont 146 femmes, et 140 bénéficiaires vivent seuls, dont 113 femmes. Avancé. Donc, quand on regarde, là aussi, les interventions, on se rend compte effectivement que l'aide à domicile intervient à hauteur de 76% pour les personnes du GIR 1 à 4, c'est-à-dire effectivement celles qui sont en GIR 1, vous le voyez, on n'en a quasiment pas, parce que GIR 1, ça veut dire qu'on a un très très faible niveau d'autonomie, alors que, en GIR 4, et vous voyez que le gros est en GIR 4, c'est-à-dire que là, on est encore autonome, mais avec un certain nombre d'impossibilités. Quand vous regardez la grille Agir, la grille Agir mesure les niveaux d'autonomie, ce qu'on peut faire, comment on peut se déplacer, comment on peut intervenir avec ses mains, etc. Donc, 76% sont des GIR 1 à 4, 24% des bénéficiaires sont GIR 5. Alors, c'est un peu surprenant, mais vous voyez qu'on a encore peu de GIR 6. Cela étant, nécessite aussi, parfois et souvent par des problèmes ponctuels d'aide à domicile. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Donc, si on regarde, effectivement, on s'aperçoit que on reste quand même toujours autour de 50% sur le GIR 4. Le GIR 1, c'est très marginal, 1%. Et donc, globalement, bien sûr, on a des écarts, mais globalement, on reste toujours là-dessus. Le problème auquel on est confronté, c'est que par contre, les personnes âgées, chez lesquelles on intervient, passent d'un GIR qui est un GIR qui diminue en permanence, parce qu'elles perdent de l'autonomie. Donc, ça veut dire un peu plus d'heures, un peu plus d'intervention. Merci. Donc voilà le nombre de bénéficiaires par quartier. Vous voyez que somme toute, c'est encore, ça aussi c'est pas surprenant, sur le quartier centre qu'on a le plus de bénéficiaires. Alors pourquoi c'est pas surprenant? C'est une observation que l'on fait à peu près dans toutes les communes, où plus les personnes sont en difficulté, ont besoin d'intervenir, plus elles essaient de se rapprocher de la proximité des aménités, des services. Et donc, il n'est pas surprenant que ce soit au niveau du centre que nous ayons le plus grand nombre de bénéficiaires. Bon, le nombre d'heures, donc 2017, on est là aussi, le nombre d'heures, on était en 28 500 en 2016, 26 194. Donc, on a quand même dépassé un petit peu les heures prévisionnelles. Et donc, on va être en 2018, en revanche, je pense, sur une augmentation supplémentaire. Alors là, on est sur l'aide à domicile, on n'est pas, bien sûr, sur le portage des repas qui vient en complément de ce que l'on trouve sur l'aide à domicile pour ces personnes âgées. Voilà, donc le budget prévisionnel était de 784 600 €. On a un compte administratif avec 98,63% des dépenses, donc quasiment la totalité, dont 98-97% pour les dépenses personnelles. Et donc, la participation de la ville a été en 2017 de 189 548. Tout cela nous conduit à
Non, une non-affectation, puisque effectivement, on va avoir un compte administratif totalement équilibré avec un résultat d'exercice à 0. Voilà pour ce budget, ce compte administratif 2017 de l'aide à domicile. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Léonard. Oui, j'ai étudié, puis on en a discuté au cours de la commission sociale qui a eu lieu dernièrement. Effectivement, en 2017, le résultat d'exploitation est égal à 0. Bon. Quand on voit le budget global, c'est avec l'apport, bien sûr, du conseil départemental, avec l'apport des mutuelles, etc. Donc, la subvention de la ville, vous venez de le dire, est de 189 548,03. Et ça concerne 197 personnes. Si on divise cette aide municipale par le nombre de personnes, on est à 962 € d'aide municipale par personne annuelle. Et si on compare avec le nombre d'heures, puisqu'on est à 26 193,50 heures, c'est à 7,23 € de l'heure. C'est l'aide de la municipalité par rapport aux personnes. Alors, moi, j'ai fait une comparaison avec d'autres communes, puisque j'ai la possibilité de le faire, notamment dans les CCAS. Quand il y a des CCAS qui gèrent l'aide à domicile, il y a d'autres qui ne le gèrent pas, bien sûr. Il y a d'autres formules. Nous, ce n'est pas le CCAS, c'est directement que ça se fait. On constate quand même qu'on n'est pas dans ceux qui consacreront le plus d'aide financière par personne. On est dans la moyenne. Il y a des communes qui consacrent beaucoup plus d'aide que nous. Donc là, je pense qu'il y aurait peut-être un petit effort à faire. Et puis enfin, on est à 21,69 TP, temps plein, en 2017, bien sûr. Et compte tenu du travail, parce que quand on lit le rapport, on s'aperçoit le travail énorme, et vous avez d'ailleurs souligné qu'il ne suffisait pas de porter, d'aller comme ça l'aide à domicile, mais qu'il fallait aussi passer du temps, donc consacrer des heures, parce que ça fait partie aussi des relations que nous devons avoir avec la personne qui est aidée. Moi, je pense très sincèrement, et compte tenu qu'on aura de plus en plus de personnes âgées sur la commune, parce qu'on va augmenter, la population vieillit, même si elle peut se renouveler, elle vieillit. Et compte tenu qu'on va avoir aussi des personnes âgées qui vont passer de GIR en GIR, ce que vous avez dit, et ce qui est très juste, je pense qu'il va falloir très rapidement penser à augmenter le nombre de TP. D'après les calculs que j'ai faits, c'est au moins 2 TP supplémentaires qu'il faudra peut-être en 2018 ou 2019 au plus tard, mais 2018, qu'il faudra peut-être passer à ça pour avoir un fonctionnement qui corresponde véritablement à une aide. Certes, le fonctionnement il est bon, certes, l'aide elle existe, elle est bonne, mais je pense qu'il y a des points, notamment sur le temps à passer avec les personnes âgées, qu'il faut à tout prix améliorer parce que c'est très important. Ça permet aux personnes âgées de ne plus se sentir seules chez elles. Il y a aussi une demande que j'avais faite il y a plusieurs années ici, et je la recommence, c'est l'installation de bancs. Vous avez des personnes âgées, des personnes en mobilité réduite, comme on dit, qui ne se déplacent plus, qui ne vont plus chercher le pain chez le boulanger qui est distant de 100 mètres ou 80 mètres. Ils n'y vont plus. Ils n'y vont plus parce qu'ils ne peuvent pas, pendant leur trajet, faire une halte, faire une pause. Et ça, c'est le premier moyen pour lutter contre la dépendance. C'est l'installation des bancs. Il y a des communes qui l'ont compris, et je pense qu'il faudra qu'on passe par là aussi, installer, vous voyez, par exemple, la rue Pasteur. Alors, je sais que c'est difficile à installer, mais vous savez, un banc, c'est une pause, hein, c'est tout. C'est une place, hein, c'est 2 par 1 avec une planche, à la limite, pour que les gens puissent s'arrêter voilà. Non, mais vous riez, mais je dis que je tombe plus simple. Alors, bien sûr, je pense que Blagnac pourra faire mieux et peut-être quelque chose qui sera plus décoratif, je suis bien sûr, mais je pense qu'il faudra aussi qu'on le fasse. Donc, je répète, pour 2018, compte tenu de ce que j'ai étudié ici, compte tenu du budget et compte tenu de la charge de travail, il faudra vite passer à 2 emplois supplémentaires. Merci, M. Léonard. Je crois qu'il y a M. Maffry et puis Mme... Oui. Vas-y. Oui, M. Léonard, je voulais quelques informations quand même sur... Vous parlez de l'isolement des personnes âgées. Tout ne se fait pas par le prisme de la ville. Hein. Donc, pour votre information, sur Andromède, vous avez une maison départementale et solidarité, et le conseil départemental est en face de moi. Et c'est une compétence personnes âgées très importante. Alors, 2-3 éléments que je vous donne quand même. La téléassistance, quand même, qui est assez importante, qui est gratuite. Hein. Donc, voilà. Vous avez aussi le suivi de l'APA, donc, comme vient de le citer M. le maire. Vous avez l'accompagnement aussi des assistantes sociales aussi, donc, auprès des personnes âgées. Vous avez le tissu associatif qui est important. Vous le connaissez en plus, M. Léonard. Je en cite un que tout le monde connaît, le réseau solidaire, qui est très actif dans ce niveau-là.
Vous avez les services opérationnels aussi de la ville. Donc, alors, je vais faire un petit peu le VRP, mais la semaine de la jeunesse arrive, par exemple, et depuis plusieurs années, et le mandat même précédent, de nombreuses actions internationales sont développées, que ce soit sur l'espace senior, que ce soit au Ritouré, parce qu'au Ritouré aussi, il y a de nombreuses personnes âgées aussi, vous l'avez vu. Voilà, donc il y a quand même, on ne peut pas non plus dire qu'il ne se passe pas grand-chose pour les seniors quand même, et qu'il y a de nombreuses actions qui sont développées. Non, mais c'était important de développer toutes les actions. Voilà. Je maintiens. Il dit il faut penser à l'avenir. Madame Cojol. Intervenir parce que c'est vrai que cette demande de banc, elle avait été faite sur le quartier d'Audi Sud via le réseau social solidaire et nous avons pris en compte cette demande. Il a été installé 2 bancs au niveau de la maison de quartier justement pour satisfaire cette demande. Donc voilà. Merci. Moi, je voudrais juste faire une remarque. Je me suis souvent fait reprocher d'avoir une vision comptable des choses. Et ce soir, ce n'est pas moi qui ai fait de la comptabilité, c'est M. Léonard. Donc je vous invite, M. Léonard, et vous voyez que la comptabilité a du bon. Elle vous a permis en effet de nous faire des remarques particulièrement fondées, auxquelles je souscris, parce que la perspective, il faut effectivement qu'on la prenne en compte. Mais voyez qu'à des moments, ce n'est pas mauvais non plus de faire et de la comptabilité et de l'arithmétique. Bien. Ceci dit, je vais mettre ce compte administratif aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, donc il est adopté. Et donc nous n'avons pas, sur la délibération 8, d'affectation de résultats. Donc je mets tout de même la délibération 8 sans affectation de résultats aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voilà. Alors ensuite, il s'avère que nous avions là un syndicat qui était le syndicat pour le transport des personnes âgées. Et donc ce syndicat a été dissous. Nous étions membres de ce syndicat et nous devons donc délibérer pour les dévolutions de l'actif et du passif. Bon, c'est très, très, très technique. Hein. C'est pas nous qui avons préparé ça, c'est le syndicat. À cet égard, je voudrais dire quand même que, bien sûr, M. Léonard, et vous avez raison, et c'est d'autres sujets aussi qu'il faudra qu'on regarde, notamment le transport à domicile, sur lequel on aura probablement aussi une augmentation de la demande. Le problème des portages et repas, qui est aussi une question qui permet de créer ce lien social. Nous avons créé une tournée de plus parce que, précisément, il était nécessaire, pendant le portage des repas, de ne pas simplement arriver, porter le repas. Nous continuons à faire ça en régie. D'autres villes ont choisi une externalisation dans une démarche qui est beaucoup plus mécanique. Et nous considérons en effet que le portage des repas, c'est aussi un moment de lien social et qu'il faut y bénéficier. Donc, je crois que nous sommes attentifs et moi, je souscris à la remarque et nous sommes effectivement dans une réflexion prospective parce que ce vieillissement, il est là et il faut que nous soyons en capacité de l'assumer. Sur ces répartitions de l'actif et du passif, je vais aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, c'est adopté. Merci. Et enfin, nous avons les modifications. Mais c'est Pascal qui va parler de ça. La modification statutaire du syndicat intercommunal de la vallée du Touche. C'est ça, syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la vallée du Touche. Merci, monsieur le maire. Je l'appelle le syndicat du Touche parce que je fais raccourci. C'est plus court, oui, mais tout le monde, même parmi ses membres, on l'appelle le syndicat du Touche. Oui, donc suite au transfert de compétences GEMAPI dont on a parlé en début de réunion, qui est maintenant de compétences intercommunales et communautaires. Il y a eu des discussions toute l'année 2017 pour trouver la meilleure adéquation entre les syndicats existants et les EPCI. Donc sur la rive gauche de Garonne, ça se passe bien. En revanche, plus au nord, c'est un petit peu plus délicat avec la vallée de l'Hers. En conséquence, avec l'accord qui a été trouvé, il y a des modifications statutaires qui vous sont proposées justement du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Touche. Tout à fait. Merci, M. Bourreau. Simplement, ce que je voudrais rajouter, c'est que moi, je pense qu'on peut vraiment se féliciter de l'accord qui a été trouvé entre la métropole et le syndicat du Touche parce que ça va nous permettre de fonctionner. En revanche, nous avons été étonnés. Antérieurement, nous avons donc été appelés à verser l'appel au syndicat du Touche. Or, nous avions décidé de transférer la compétence.
Donc nous avons dit, mais nous n'avons plus la compétence, et nous devons payer. Là-dessus, l'autorité administrative nous a dit, ben, c'est pas grave, le préfet nous a dit, je mandate d'office. Alors, bien sûr, ce n'est pas le montant en question, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, nous étions sur 6 000 euros. En revanche, moi, j'ai trouvé quand même curieux que le préfet nous demande et nous fasse un mandatement d'office sur une compétence que nous n'avons pas. Et donc, nous avons saisi le tribunal administratif pour savoir si le préfet avait raison de faire cela. Parce qu'il se pourrait que nous soyons dans une situation très cocasse, où la Chambre des comptes viendrait nous dire « Monsieur le maire, vous avez payé une dépense sur une compétence que vous n'aviez pas », alors que le préfet nous saisit en mandatement d'office. Donc nous souhaitons que le juge statue, au moins ce sera clair. Voilà, c'était simplement cette précision que je voulais apporter. Sur donc, la modification statutaire, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc plutôt cette décision est adoptée. Monsieur, oui. Oui, monsieur. Ça m'est revenu. Les jardins familiaux. J'ai fait un petit calcul rapide. En fait, c'est 0,40 €. C'est 40 centimes. Il faudra le modifier. Le mètre carré. Voilà. C'est 40 centimes le mètre. Bon, alors, on va corriger la décision. Merci de votre intervention. Il ne faut pas signer n'importe quoi, monsieur le maire. Faire attention. Ben ouais. Mais écoutez, on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Moi, je suis de ceux qui disent que la confiance exclut le contrôle. Parce que quand vous dites à quelqu'un, je vous fais confiance, mais derrière, je vous contrôle, je trouve que managérialement, ce n'est pas forcément le bon dispositif. Je vais donc laisser la parole à M. Bercon pour la décision numéro 11. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, c'est une délibération qui vous propose l'approbation d'une convention avec la métropole pour le débouchage du puits du Ramier. Donc le puits du Ramier, c'est un puits comme celui du Ritouret qui permettrait, si le débouchage est fait, d'utiliser l'eau de géothermie, une eau qui est récupérée à 1400 mètres et qui n'est pas exploitée au niveau du Ramier depuis un certain temps. Des bouchons s'étant constitués sur ce forage, sur ce tuyau. Donc cette convention, c'est pour autoriser donc la métropole de demander au nouveau concessionnaire qui a été retenu pour la délégation, c'est-à-dire Veolia, de procéder à cette opération de débouchage et pour une somme qui incombe à la commune de 484 991, mais c'est une somme maximale puisqu'il y a quand même une incertitude dans cette affaire, c'est qu'on est certain qu'il y a un bouchon à peu près à 150 mètres et c'est celui-là qu'il faut déboucher. Il n'est pas certain qu'il n'y ait pas des interventions à faire un peu plus bas et c'est pour ça que cette somme a été prévue. S'il s'avérait que après débouchage celui de 150 mètres on puisse exploiter le puits, eh bien ce sera une somme évidemment inférieure. Voilà, donc cette opération initialement elle avait été envisagée, monsieur le maire, au mois d'avril. Je pense qu'on est en train de la repositionner au mois d'octobre de cette année pour des raisons que je vous expliquerai, mais bon, dans les deux cas de toute façon c'est des travaux qui vont durer à peu près 3 semaines avec l'installation d'une grue et puis donc un survol d'une partie de la piscine, voilà, un survol d'une partie de la piscine et qui va permettre donc de faire ce forage. Voilà. Donc pour des questions de sécurité, on a été un petit peu embêtés. On avait un temps envisagé de le faire avec des préoccupations et des précautions d'usage pour gérer ça, y compris avec l'utilisation de l'équipement, mais il s'avérait que c'était pas possible. Messieurs les représentants des pompiers nous ayant alertés là-dessus. Bon, donc de toute façon, il n'y a pas péril à la demeure, puisque il faudrait aussi que je dise, et j'aurais dû commencer par ça, pourquoi on fait ça. On fait ça évidemment dans la perspective
notamment d'exploitation et d'ouverture d'un bassin nordique, donc de pouvoir chauffer le bassin extérieur de la piscine, mais aussi de pouvoir chauffer le bassin intérieur et puis la piscine dans sa globalité. Voilà, donc si on arrive à faire ça, et on a de bons espoirs de le faire, ce sera quand même, du point de vue énergie, une bonne chose et de bonnes économies en perspective. Bien, merci. C'est normal, hein. C'est effectivement au moment des vendanges qu'on fait sauter les bouchons. C'est pour ça que vous le faites au mois d'octobre. Voilà. Bien, sur cette délibération. Une demande d'information. Ah, pardon, excusez-moi, simplement. monsieur. Une demande d'information. Il y a l'investissement de la commune, ce que vous avez rappelé, pour déboucher. Ça fait cher les bouchons quand même, bon, pour déboucher. Mais après, il y aura quand même sur les frais d'exploitation, il y aura quand même une participation de la commune. Après, Voilà. pour la suite, disons que la commune, la piscine commune sera Voilà. un abonné. Voilà. Nous serons un abonné de la métropole. C'est ce Du qui est marqué, là, réseau de chaleur. Voilà. Ouais. Tout à fait. Donc, en fonction Avec des kilowattheures. Oui, et à des tarifs qui correspondent à ceux qui sont aussi proposés pour les différents. Et ça syndicats sera de donné à qui? À la copropriété. le métropole? cas. Oui, c'est Voilà. Non, parce la. que je veux dire qu'il y a l'investissement qui est fait par la commune, mais en même temps, il faudra payer le Non, c'est pas en fonctionnement. même temps. C'est que la commune doit prendre en charge le débouchage Oui. du puits, ensuite son exploitation. Là, elle va être prise en compte par le concessionnaire dans le cadre de la concession qui a été attribuée à Veolia. Et on sera un client, au même titre que les clients du réseau de chaleur, de cette chaleur. Voilà, c'est tout. Christian, c'est pareil. En fait, le principe c'est que on ne remet, quel que soit l'ouvrage, la règle que nous avons fixée à la métropole, c'est qu'on ne remet à l'ouvrage que quand il est en état de fonctionner. C'est-à-dire que la commune doit assurer, au fond, quand on regarde aujourd'hui Audi-Sud, si, vous le savez, Audi-Sud a été considéré comme un équipement culturel d'intérêt métropolitain. Mais si nous l'avions transféré au 1er janvier 2017, ça voulait dire que tous les travaux de mise en état d'Audi-Sud auraient été prélevés sur la commune, alors que nous souhaitons avoir le calendrier de ces opérations. Donc le transfert d'Audi-Sud ne se fera que lorsque Audi-Sud sera en état. Donc c'est le principe de base qui a été retenu. Donc dans le cas précis, on nous dit, vous avez d'abord à regarder si le puits est en capacité de fonctionner, et puis une fois qu'il est en capacité de fonctionner, c'est la métropole qui a le contrat. Elle a le contrat, vous devenez un abonné comme les autres de la métropole. Voilà. Je peux mettre aux voix? Donc sur la convention, qui est contre, qui s'abstient. Donc cette délibération est adoptée. Vous continuez, M. Bergon, avec Alors le après, SDEC. il y a une série de délibérations concernant le SDEC, comme à chaque conseil. Donc la première, c'est une délibération qui concerne des travaux d'éclairage urgents. Donc jusqu'à présent, chaque fois qu'il y a des travaux concernant l'éclairage, on passe une délibération. Et le SDEC n'intervient évidemment que une fois la délibération prise. Donc le SDEC a proposé à toutes les communes du département de prendre cette délibération pour des petites interventions d'urgence, ce qui évite évidemment de revenir à chaque fois et d'attendre chaque conseil. Donc il s'agit en fait d'une somme limitée à 10 000 € maximum de participation communale. Peut-être vous pouvez poursuivre avec des délibérations 13, 14, 15. On prend sur les 4, voilà. Hein? Donc la suivante, Je il les mettrai s'agit... toutes aux voix, puisqu'elles Voilà, concernent tout à fait. le même bloc. Hein. La suivante concerne l'impasse d'Auvergne. Bon, il y avait des schémas qui permettaient de le localiser, mais vous devez savoir à peu près où c'est. Donc il s'agit là, toujours pareil, de rénover l'éclairage avec le remplacement des systèmes de bulles. Comme j'ai été souvent amené à dire, au lieu d'éclairer le ciel, il vaut mieux éclairer les piétons. Et donc cette intervention permettra de faire une économie à environ de 56%, réduction d'économie, avec le fait d'utiliser des LED, comme je le dis chaque fois, et aussi le fait de pouvoir activer les réducteurs de puissance, puisque passé une certaine heure, après 11 heures, on peut réduire la puissance de l'éclairage, sans qu'il y ait de conséquences.
Voilà, donc là, la part reste à la charge de la commune, 1326 pour un total de 6544. C'est la même chose, je suppose, pour Brassens. Georges Brassens, voilà. Alors là, c'est une opération beaucoup plus importante puisqu'il y a 75 ensembles d'éclairage. Donc là, il faut aller un peu plus loin avec le changement de mât, etc. Donc c'est beaucoup plus conséquent. Et l'économie attendue est de l'ordre de 73%. Toujours pareil avec les réducteurs, je vous fais grâce de tout ça. Pour une part restant à la charge de la commune de 28 404. La suivante, il s'agit Dieudonné Coste. Alors ça permet de vous rappeler quel est l'objet de Dieudonné Coste. C'est de la métropole, donc dans le cadre de toutes les améliorations de desserte du secteur de Blagnac et du secteur du Ré-Touré et d'Airbus. Pour essayer aussi de décongestionner un petit peu le secteur, a donc prévu de rendre cette rue en double sens et de permettre donc aux gens qui sont sur Dieudonné Coste, donc vous voyez tous où c'est, hein, au droit du Radisson, de pouvoir partir et d'emprunter directement la voie rapide sur la droite, comme c'est précisé sur ce schéma. Donc la voirie, évidemment, et tout ce qu'il faut faire est pris en charge par la métropole, mais il reste un petit ajustement au niveau d'éclairage parce qu'il faut déplacer et mettre un mât supplémentaire. Donc la part commune, c'est 4 946 pour un total de 24 000 euros. Donc, je vous propose de mettre aux voix les délibérations 12, 13, 14 et 15. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc c'est adopté. Merci. Ensuite, la commission communale pour l'accessibilité. Oui, alors comme chaque année, on a un rapport, on présente un rapport qui vous a été transmis, hein, un rapport annuel sur le travail de cette commission. Donc, je vous rappelle à cette occasion, donc cette commission a pour objet et pour mission de dresser un constat de l'accessibilité sur les équipements et sur la voirie et les espaces publics. Et puis aussi de suivre, et bon, ça a été fait sur Blagnac, vous avez certainement entendu des interventions à ce sujet d'associations qui trouvaient que la métropole n'allait pas aussi loin par rapport à ce sujet, c'est-à-dire de veiller à ce que l'offre et de suivre l'offre de logements accessibles. Logements accessibles, évidemment, qui ne relèvent pas directement de notre intervention, qui relèvent des bailleurs sociaux et des promoteurs. Donc en général, enfin pas en général, à 100% du temps, quand il s'agit d'opérations neuves, l'accessibilité est assurée. Par contre, sur les équipements, sur les bâtiments un peu anciens, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a des adaptations à faire et des travaux engagés. Voilà, donc en fait, le rapport qui vous a été transmis, bon, fait état un petit peu de ce qui a été fait sur les équipements communaux. Sur l'espace public, donc il s'agit chaque fois de tout ce que vous pouvez constater au quotidien et à l'occasion de chaque opération d'urbanisation, vous le savez, vous voyez bien tout le travail qui est fait pour l'accessibilité, hein. Et puis sur le cadre bâti, ben là vous avez aussi des constats sur, c'est cité dans le rapport, la maison des aînés, la salle polyvalente, ça a été cité par monsieur le maire tout à l'heure, le CTM, Audi-Sud, des interventions, une opération sur les tribunes de complexe du Ramier où on a permis donc de mettre à l'abri des personnes qui seraient à mobilité réduite pour le spectacle. Et puis la ferme Finot, exactement, également. Voilà. Donc sur les bailleurs sociaux, il est précisé aussi sur le rapport qu'on serait à peu près à 35% de logements accessibles sur un parc de 1491 logements. Bien. Voilà. Merci, M. Vergon. Bon, simplement, hein, là, c'est le rapport. Dans cette affaire, en fait, on a un plan qui est un plan pluriannuel, hein, sur 10 ans à peu près, hein, M. Bergon, sur lequel, parce que les budgets sont considérables, hein, sur la mise en accessibilité, et donc on est parti avec une priorisation des équipements, et l'objectif étant à un horizon, alors, plus ou moins rapide, hein, mais d'avoir la mise en accessibilité totale de l'ensemble des équipements publics.
Bien, est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc je mets Et on mettra des bancs. Tout à fait. Non, notez, M. Bergon, s'il vous plaît. Bien, je mets donc aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le rapport est adopté. Merci. Madame Combe, le groupe scolaire Aérogare, il ne fait pas que changer physiquement, il change aussi de gouvernance. Voilà, donc c'est pour entériner la décision du Conseil d'école extraordinaire, donc, et transformer les deux écoles en un seul groupe scolaire. Très bien. Donc maternelle élémentaire avec le même directeur. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Alors ensuite, on a l'accueil des jeunes enfants. Oui, donc c'est une demande, donc nous passons avec la CAF, qui nous permet effectivement d'accueillir des enfants porteurs de handicap, et c'est vrai que nous en avons de plus en plus sur les structures, donc c'est important que la CAF nous accompagne. Tout à fait. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Ensuite, le règlement intérieur pour les séjours de vacances, toujours Madame Combe. Voilà, nous avons souhaité simplement rajouter un petit chapitre sur la présence des familles, la présence obligatoire des familles lors de la présentation de ces stages, puisque pour impliquer un petit peu les parents, puis suite à certains dysfonctionnements, on a souhaité vraiment préciser que leur présence était obligatoire. Tout à fait. Ben, c'est compliqué parce qu'après, lorsque l'on n'a pas cela, on a parfois des comportements qui sont compliqués. Et donc, il est nécessaire que les familles sachent véritablement quel est le processus pour prendre les enfants en charge sur ces séjours de vacances. Ben, ils sont pris en charge. Il est important aussi que la famille rappelle et entende un petit peu les modes de fonctionnement parce qu'après, on a eu le cas, hein, c'est un peu compliqué. Monsieur Léonard? Oh, On peut on trouver... verra. Après, on a un travail à faire avec les familles Oui, aussi. Voilà. on recontactera les familles Mais dans ces cas-là. l'idée, c'est voilà, c'est des impliqués. Voilà, les impliquer pour que le message passe aussi par la famille. Hein. C'est ça, ce qui est quand même normal. Oui, mais bon, il faut être pragmatique. Après, voilà, on Et fera la force majeure existe toujours. Voilà. Bien. Donc, sur ce règlement... Ensuite, oui, l'adoption, donc toujours pareil, la CAF. Si vous permettez, je vais mettre aux voix quand même, Madame Combe. Sur l'adoption du règlement intérieur, donc qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté. Alors, allons-y pour les vacances loisirs maintenant. Voilà, c'est ça. C'est toujours pour solliciter donc, la CAF qui nous finance pour tout ce qui est séjour de vacances et LSH. Voilà. C'est toujours des décisions récurrentes. Hein. Bien, la question, donc qui est contre, qui s'abstient, donc c'est adopté aussi. Et on continue avec la CAF, Madame Cojol, mais cette fois pour la maison de la famille. La maison de la famille, oui. Donc la délibération a pour objet de prolonger d'un an donc, le partenariat que nous avons avec la Caisse d'allocation familiale et de financer donc les deux agréments que nous avons pour la maison de la famille en sa qualité de centre social, un agrément d'animation globale et un agrément d'animation collective famille. Voilà. Merci Mme Cojol. Simplement, bon, la CAF est un peu comme toutes les structures. Hein. Nous avions un accord pour la maison de la famille de participation de la CAF à l'investissement puisque on reprend Oxygène pour faire véritablement la maison de la famille. Donc nous avions un accord sur le montant de la participation de la CAF à l'investissement qui était de l'ordre de 300 000 euros, c'est ça. Hein. Et donc on va descendre à 120 000 euros dans la mesure où la CAF est obligée elle aussi de prioriser et de donner des enveloppes maximales. Alors je m'en suis un peu ému auprès du directeur de la CAF, notamment parce que nous avions un compte prévisionnel dans lequel nous étions sur cet accord. Bon, naturellement, ce n'est pas pour autant que nous ne ferons pas les travaux. Ce que je veux dire, c'est que finalement, on s'aperçoit que l'impact des tensions budgétaires, et bien sûr, nous sommes de plein fouet impactés par cela, mais tous les organismes aujourd'hui connaissent cela. Et j'ai eu un entretien au téléphone avec le directeur qui me dit, croyez bien, pour nous, on n'avait pas d'autre solution que celle qui consistait à fixer des plafonds maximum, sans quoi on n'aurait pas pu répondre aux demandes.
Voilà. Bon, ça me paraît. Je souhaitais le dire ici parce que ça montre effectivement les difficultés. Qui est-ce qui a ça devient très intime là. Voilà. En fait, comme on n'a pas beaucoup d'argent, il nous demande de faire des économies. Bien. Je mets aux voix l'adoption de la convention avec la CAF. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté. Et on va passer, M. Bidouille, au CEDRE. Oui, monsieur le maire, merci. Donc, il s'agit, je vous permets de vous rappeler la délibération du 20 décembre qui a approuvé le principe de déclassement du domaine public en domaine privé communal des voiries et de leurs accessoires situés dans l'emprise que vous avez à l'écran afin de céder ces emprises à Promologie afin de procéder à la construction, démolition, reconstruction et réhabilitation du programme. Il convient également de déclasser du domaine public les stationnements et les espaces verts de l'opération et c'est déclassé du domaine public communal au domaine privé de la commune. Voilà, monsieur le maire. Très bien. Puisqu'on a la 23 sur les cèdres avec le détail, donc je mets aux voix 22 et 23. D'accord. OK. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ah, pardon. S'abstiendra. Elle est liée à la 23, bien évidemment, mais on s'abstiendra là-dessus. Notre position est différente pour la 23. D'accord. Bon. Bien, donc je mets aux voix la 22, qui est contre, qui s'abstient. D'accord. C'est adopté. Et sur la 23, qui est contre, qui s'abstient. Et donc, il y a l'unanimité sur la 23. Émeraude. Alors, attendez, 23, je pourrais dire deux mots peut-être. Oui, bien sûr, bien parce sûr, qu'on est contre. Expliquez votre vote. C'est un projet qui, on n'est pas contre la rénovation, contre la réhabilitation. Bien évidemment, si ça permet à un quartier de prendre de l'ampleur et de mieux se positionner socialement sur l'ensemble de la ville, nous sommes tout à fait contre. Le problème là-dessus, c'est qu'on va avoir une augmentation de logements. Le deuxième point, c'est qu'on a une diminution d'espaces verts, puisqu'il va y avoir des immeubles qui vont être construits sur des parties d'espaces verts. Et en plus, on a un appel au projet, puisqu'il n'y aura pas que des HLM, il y aura aussi des privés qui vont venir construire là-dessus. Donc, il y a ces trois points qui nous chagrinent un petit peu, et pour lesquels, bien sûr, mais surtout pour la densification, parce que la densification, il y aura des conséquences sur l'espace public, notamment sur les écoles après. Donc, il va y avoir tout en cascade des effets qui font qu'on va être fortement impacté par rapport à cela. Donc, augmentation, diminution d'espace vert et appel au privé, nous sommes contre, et donc nous voterons contre cette délibération, bien sûr. Alors, je peux entendre tout, de toute manière, puisque c'est votre position. Ce qui me gêne un peu dans votre position, c'est l'appel au privé. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas ça, ça veut dire que nous n'allons pas modifier le peuplement. Et si nous ne modifions pas le peuplement, ça va être compliqué de véritablement régénérer de la mixité. Il semble, dans tous les cas c'est notre position, que ce qui facilite le vivre ensemble, c'est la mixité. En ayant des opérations privées, notamment en mettant dans cette opération les maisons, aussi bien privées d'ailleurs que sociales, notre objectif c'est effectivement d'avoir une répartition des familles qui génère une meilleure mixité. Aujourd'hui, cette opération, c'est 80% de logements sociaux et 20% d'accession. L'objectif à terme, c'est d'être à 40% de logements sociaux et 60% d'accession. Ça veut dire effectivement qu'on modifie le quartier. Alors c'est vrai que vous avez raison sur la densification. Le problème, et on l'observe, c'est que la densité, me semble-t-il, n'est pas révélatrice. Quand on sait que le quartier le moins dense de Toulouse, il s'appelle Toulouse-Mirail. C'est le quartier le moins dense de Toulouse. Si vous comparez ça avec la rue des Chalets, vous êtes très très loin. Donc ça veut dire effectivement que derrière la densification, il y a autre chose, qui est une autre façon de concevoir la façon de vivre le quartier, qui est de concevoir l'animation du quartier. Nous, ce que nous avons privilégié, avant toute opération, c'est de ramener sur ce quartier, pardonnez-moi, je vais employer un mot qui est inapproprié, mais qui me paraît
traduire dans tous les cas notre volonté des concierges, des travailleurs sociaux qui vont être là à 22 heures le soir. Donc c'est tout ça. Alors j'entends, hein, et dites-vous bien qu'on s'est interrogé et qu'on a été préoccupé par ça. Mais ce que l'on a mis en avant de façon déterminante, c'est la façon de vivre ce quartier. Et ensuite, on a des espaces. Mais quand vous voyez aujourd'hui, dans ce quartier, comment les espaces verts sont traités, quand vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont occupés par les voitures, et quand on est en train aujourd'hui de recomposer complètement la possibilité d'avoir la voiture dans ce quartier qui ne soit pas un frein, ça, c'est important. Donc j'entends, hein, et je peux tout à fait, Monsieur Léonard, entendre vos remarques, mais entendez la démarche qui nous a guidés dans cette opération. Donc oui, on a cet élément-là. Et là où vous avez raison, c'est sur les effets induits en termes d'équipement public et en termes de capacité à offrir les services publics. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, quand on refait l'aérogare, on va passer de 14 à 17 classes, et deux, que au mois de juin ou peut-être au mois de septembre, nous vous proposerons d'ores et déjà, même si les choses seront conduites par l'équipe qui sera là, ou seront terminées par l'équipe qui sera issue des élections de 2020, nous vous proposerons d'ores et déjà la création d'un nouveau groupe scolaire. Parce qu'il faut aussi que nous soyons en anticipation par rapport à ça. Mais ça veut dire aussi peut-être une réflexion sur les centres de loisirs et puis plus loin, des réflexions là-dessus. Quand on refait le conservatoire de musique et de danse, on intègre le fait qu'on va avoir cette croissance des besoins et donc on accroît aussi les capacités. Bon, là-dessus, effectivement, il peut y avoir des positions différentes. Sur le fait d'ouvrir au privé, l'argument que vous avez mis en avant, c'était de dire on va faire venir d'autres personnes avec un profil social différent. C'est très bien l'idée. Moi, j'ai travaillé plus de 30 ans sur le Mirail. C'est ce qui s'est passé au Mirail. Au Mirail, il y a eu des appartements qui étaient achetés, et notamment par des professeurs de fac à côté, etc., enfin, d'entreprises qui étaient périphériques au Mirail. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'on ne peut plus contrôler après. Vous avez ces appartements qui ont été vendus. Sur la revente, oui. Elle a été vendue. Ils ont été vendus, pourquoi? Parce que ces personnes-là ont fait construire à l'extérieur ou ils ont changé de quartier, etc. Et à ce moment-là, ce sont des personnes qui ont acheté, non pas pour habiter, mais pour un placement, pour investir. Et donc, ils ont mis à la location. Et petit à petit, on est arrivé à avoir une population qui était différentielle, à avoir une population qui était monolithique. Voilà, c'est pour ça qu'au début, c'est très bien, je le comprends très bien, mais malheureusement, comme on ne peut pas maîtriser après les locations, on arrive vers une stagnation. Alors vous avez tout à fait raison, c'est la raison pour laquelle on est en train de réfléchir, ou dans tous les cas, de voir quel type de proposition on pourrait avoir pour au moins stabiliser sur une période suffisante ceux qui effectivement seront sur l'accession. Mais effectivement, il y a quand même encore des professeurs du Mirail qui continuent à habiter au Mirail. Je pense notamment à quelqu'un qui connaît très très bien ces questions-là, qui s'appelle Marie-Christine Jaillet, qui est une experte et qui habite toujours, et elle y a été sur ce quartier. Donc c'est vrai que le risque, il est là, mais on l'a partout. Allez-y, Madame Sens. Oui, si je peux me permettre, est-ce qu'en termes d'urbanisme, on pourrait arrêter de prendre l'exemple du Mirail à chaque fois en disant que ce qui a commencé au Mirail va obligatoirement finir comme ça a fini? À ce compte-là, on ne fait plus rien. Et si mes souvenirs sont bons, il y a quelques années, vous n'auriez jamais décidé, je n'étais pas élue à l'époque, de construire le quartier d'Andromède. Donc d'accord, le Mirail a évolué à une époque, on n'est pas obligé, mais je ne parle pas uniquement pour vous, on a souvent ce commentaire qui est fait, si on commence comme au Mirail, ça va finir comme au Mirail. Ce n'est pas obligatoirement vrai. Donc, sinon, à ce compte-là, je le répète, on ne fait rien en termes d'urbanisme, en termes d'aménagement du territoire. On peut tenir compte de l'histoire et fonctionner différemment. Très bien. Monsieur Bergon, vous vouliez dire quelque chose? Monsieur Bidouille, pardon, Monsieur Bidouille. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas intervenir. Lorsque l'on parle du Mirail... Ne vous empêchez pas, Monsieur Bidouille. Merci, monsieur. Lorsque l'on parle du Mirail, on prend le Mirail en chemin. Chaque fois que j'entends parler du Mirail, je reviens à l'époque. Pourquoi le Mirail? Pourquoi il y a eu le succès? C'est parce que les Toulousains vivaient
dans des appartements vétustes, avec les WC sur le palier, sans aucune salle de bain. La baignoire n'existait pas, et on se lavait dans la cuisine. La majorité des appartements à Toulouse étaient de ce style. Et ceux qui venaient de la campagne, c'était pas mieux. C'était pas mieux. Évidemment, C'était pas au fond du jardin. un architecte ou la mode de l'époque a fait que le Mirail a été construit avec des appartements somptueux par rapport à ce qui était dans le centre de Toulouse, grands, vastes et tous les équipements modernes. Bon, sauf que c'était un grand ensemble. Et à un moment donné, les gens qui habitaient là se sont aperçus que ça ne correspondait plus à ce qu'ils en avaient attendu. Voilà. Et là, après, je reprends le chemin que vous avez tracé, bien sûr. Voilà. Les faits évoqués par M. Léonard est quand même un des éléments qui, me semble-t-il, a pesé aussi sur la transformation de ce quartier. M. Bergon, vous pouviez parler des espaces verts. Oui, sur les espaces verts, il y a aussi un constat aussi aujourd'hui qu'on peut faire, c'est qu'il y a des espaces qui sont pas utilisés. La question, c'est est-ce qu'on ne peut pas se les réapproprier, voir quel pourrait être l'autre usage. Je pense notamment aux serres. On a une réflexion par rapport à ça. Il va falloir qu'on profite, et c'est notre intention, de ce réaménagement, de cette réhabilitation de ce quartier, pour voir quel usage et sous quelle forme on va pouvoir utiliser mieux cet espace. Très bien. Alors, on sera amené à revenir devant le Conseil pour évoquer des propositions en la matière. Bien, je mets aux voix. Donc, sur les opérations concernées, donc on l'a vu, on a adopté la 22 avec les abstentions et la 23. Je propose qu'on poursuive à la 24, M. Bidouille, sur la résidence Émeraude. Oui, il convient de céder le parvis que vous voyez en rouge, là, à l'intérieur du rouge, à la résidence Émeraude, de manière à ce qu'il l'entretienne, etc. hein. Donc, ça ne touche en aucune façon les trottoirs, c'est juste le parvis qui est dans le rouge. Tout à fait. 400 en fait, mètres vous avez carrés pour le compris, rose j'ai dit symbolique. tout à l'heure, hein, Émeraude, ça veut dire qu'on est Émeraude résidence et le nouveau, alors, qui s'appelle le Carré Maniban, les Jardins de Maniban. Les Jardins de Maniban, donc ce sera la nouvelle résidence qui sera au chemin des Sœurs qui sera médicalisée. Et donc il y aura la possibilité de passage dans la... Bien, donc je vous propose sur la résidence Émeraude, puisque ça permet effectivement d'améliorer un petit peu cette opération, de la désaffectation et le déclassement, qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Et ensuite, vous nous proposez d'acquérir un terrain à monsieur et madame Fernand Pozza. Absolument, monsieur le maire. Nous avons passé un accord avec monsieur et madame Pozza pour acquérir une parcelle d'environ 2500 mètres carrés au prix de 260 € le mètre carré, et ce pour actuellement une réserve foncière d'une part, aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, on leur laisse la jouissance de cette parcelle pendant un délai de 3 ans, possible renouvelable, voilà. Ou anticipé. Ou anticipé. Et bien entendu, le reste du domaine sera gelé par le PLUIH. Tout à fait. Avec un emplacement réservé, de manière à ce que ce soit un jour où M. Pozza veut vendre, où la famille Pozza ne sera plus là, la mairie pourra se porter acquéreuse de cet ensemble. Voilà. Bien. Oui, monsieur. Ce qu'on peut dire, c'est que cette ZAC, elle a moins de 10 ans quand même. Hein, ça fait moins de 10 ans, cette ZAC. Bon, on s'aperçoit qu'en même temps, il faut des réserves foncières. Donc, c'est pour ça. Hors ZAC. C'est pourquoi faire ce terrain, alors? Non, non. Notre souci, enfin, voilà, c'est pour avoir la maîtrise. Bon, c'est sur ce terrain, sur cette emprise, il y aura 2 constructions, une fois finies. Donc, la ferme offre un intérêt pour l'avenir que je ne connais pas aujourd'hui, mais c'est vu son emplacement, vu l'espace boisé, etc.
nous pensons qu'il convient d'arrêter tout projet futur de construction sur cette emprise. Pour cela, la commune l'achète et après, nous le maîtrisons. Voilà, dans le privé, je parle. Projet de construction privé. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est juste une réserve foncière. Non, pour mais vous l'avez la compris, M. maîtrise Léonard. du- Ce qu'on veut éviter, c'est que ce sont des opérations qui, effectivement, pourraient partir à l'urbanisation sur un endroit où il est nécessaire de maîtriser. Comme nous avons la possibilité de maîtriser, et vous l'avez dit tout à l'heure, demain, on aura peut-être besoin d'équipements publics. Donc, on a intérêt, là aussi, à avoir ces réserves foncières parce que, ben oui, si on doit faire des équipements publics, il faut qu'on puisse réserver ces espaces. C'est ça l'objectif. Oui, oui. Bien, ça marche. Alors je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, c'est adopté. Alors ensuite... La zone maraîchère, monsieur le maire. Alors moi, je voudrais effectivement, avant de vous laisser la parole, monsieur Bidouille, expliquer un petit peu ici quelle est la démarche que nous avons. Notre démarche, c'est de redonner à cette zone maraîchère sa vocation originelle. C'était les maraîchers, écoutez, si on s'appelle les Kawek, c'est précisément parce qu'il y avait des maraîchers qui partaient le matin avec leurs carrioles et les lanternes et qu'on les appelait les chouettes de Blagnac, los Kawekos. Donc, ça veut dire que la tradition maraîchère à Blagnac, elle existe. Et elle existe tellement qu'aujourd'hui, sur cet espace, nous avons plus de 100 propriétaires. Je ne vais pas dire de conneries, je crois que c'est 160, c'est ça 160. Pour vous dire à quel point c'est morcelé. Donc, on a dit, mais c'est pas possible qu'on laisse ça, parce qu'effectivement, il y a des tas de propriétaires là qui ne savent absolument pas qu'ils ont une lanière, qu'ils ont une bande de terrain. Donc, l'idée, c'est que l'on se porte acquéreur. C'est pour ça qu'on a commencé. Sur les 135 hectares, on en a une quarantaine aujourd'hui, qu'on se porte acquéreur de la totalité de ce foncier, avec derrière un travail de réorganisation foncière. Réorganisation foncière, pourquoi? Parce que si on installe un maraîcher, il faut que le modèle économique lui permette de vivre. Or, à moins de 4 hectares, entre 4 et 5 sur du maraîchage, 4 et 5, là, c'est viable. À moins que ça l'est pas. Donc l'idée de la réorganisation foncière, c'est, alors vous voyez, tout ce qui est en rouge est à nous, mais donc on en a encore beaucoup, c'est d'acquérir tout ça pour ensuite pouvoir proposer à des jeunes ou moins jeunes, mais dans tous les cas des maraîchers, de venir s'installer sur la base de baux amphithéotiques, de baux agricoles ou de commoda, incommoda avec eux, puisqu'on a tous les outils juridiques. Et l'objectif, c'est pas de dire on va gagner de l'argent avec ça. L'objectif, c'est que ça revienne là-dessus. En plus, compte tenu du fait qu'on a pas mal de parcelles qui n'ont pas été exploitées depuis 30-40 ans, on peut faire du bio sans aucun problème. On n'a pas besoin des 3 ans où on gèle pour pouvoir dire qu'on fait du bio. Donc ça, c'est le premier point. Et donc on est parti là-dessus, on est parti sur cette réorganisation foncière, on travaille, merci monsieur le conseiller départemental, avec le conseil départemental, avec la SAFER, et donc c'est une opération qui est en cours. Mais on se dit, le modèle économique, c'est bien sûr ça, mais ensuite il faut commercialiser. Donc commercialiser, on aura les circuits courts, on a une régie de restauration, on a etc., mais malgré tout, ça peut ne pas suffire. Et donc on est en train, et dans quelques semaines, on va signer cette convention. On a passé une convention avec le marché d'intérêt national pour que le marché d'intérêt national fasse un carré bio et qu'il garantisse le rachat, et même dans un processus de stockage, qu'on regarde quel est l'enlèvement que peut faire le marché d'intérêt national pour être sur ce carré bio avec ce qui serait produit là-dessus. Donc vous le voyez, la démarche, c'est véritablement de s'inscrire dans le retour à la vocation originelle. Et ce que nous souhaiterions, c'est notamment, monsieur Léonard, pouvoir réimplanter la carotte de Blagnac. Et pour ça, alors je me retourne vers vous, si vous me le permettez, nous souhaiterions pouvoir récupérer, nous n'étions pas arrivés, la graine de ce qu'était la carotte de Blagnac. Parce que ce que nous a dit le MIN, c'est qu'aujourd'hui, sur ce type de produit, il y a une réelle demande et il y a un déficit. Et ils nous ont dit, si vous avez ça, aucun problème, nous, on sera capable
y compris à un prix, puisqu'on sait que c'est une carotte qui est quand même nettement au-dessus du prix du marché, mais y compris à ce prix-là, nous avons les débouchés pour la commercialiser. Et ce serait quand même sympa de pouvoir refaire de la carotte de Blagnac sur la zone maraîchère. Ça sera difficile. Ça sera difficile parce que on avait réussi à en trouver, notamment auprès de M. Posa, qui avait gardé des graines. Le problème, c'est que ces graines n'ont pas germé une fois qu'on a essayé de l'utiliser. On pourra peut-être, je sais pas, on va chercher, mais on pourra peut-être trouver des carottes qui se rapprochent le plus possible de celles-là. Voilà. Donc là, on pourra peut-être essayer de faire quelque chose, mais je ne sais pas, je ne peux pas m'engager là-dessus. Avant de passer la parole à mon ami Alain Arrigou, juste une remarque. Nous, on réfléchit aussi, pourquoi pas là-dessus. Vous savez qu'aujourd'hui, on a plein de labos, de labos de recherche, etc. Donc, pourquoi pas là aussi avoir un espace qui serait l'espace de recherche et d'innovation. Mais bon, nous reviendrons vers vous, M. Léonard, pour voir comment on pourrait faire ça. Moi, je trouve que ce serait sympa, même si ce n'est pas la même, qu'on ne soit pas loin. Alain. Oui, alors, si on arrivait à ça, on se mettrait dans l'illégalité, mais je soutiendrai, moi, la position qu'il faut se mettre dans l'illégalité, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que malheureusement, sur les semences anciennes, elles sont interdites à la vente et à la production. Parce qu'il y a un catalogue qui a été établi par les plus gros semenciers, Monsanto, Limagrin, etc., et qui ont breveté le vivant et qui empêchent effectivement aujourd'hui. Alors, il y a des associations qui effectivement vendent, échangent, etc., mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire pousser exactement ce qu'on veut, même si on a gardé des vieilles graines. Mais ceci étant dit, je pense qu'on pourrait prendre le risque à Blagnac, effectivement, d'être hors la loi à ce niveau-là, ou de se retrouver en procès avec Monsanto ou Limagrin. Je pense que, en ce qui concerne la zone maraîchère, je voulais simplement dire que c'était un volet important, notamment de notre agenda 21, puisque c'est tout à fait dans ce cadre-là que ces réserves foncières ont été faites, de façon à ne pas permettre effectivement à garder la maîtrise de pouvoir savoir qui peut s'y installer. Et notamment, aujourd'hui, les demandes elles vont vers le bio, mais il y a aussi des groupes de permaculteurs qui veulent instaurer une permaculture de maraîchage de proximité et périurbaine, de façon à densifier la production sans abîmer le sol. Et effectivement, comme le disait le maire, le fait qu'un certain nombre de ces hectares dont nous sommes propriétaires aujourd'hui sont en jachère depuis pas mal d'années, et contrairement à ce qu'on pourrait penser en logique de maraîchage traditionnel, un atout. Oui. Voilà. Merci Alain. Madame la sénatrice, Madame Laborde. Alors, merci Monsieur le maire. En général, je ne prends pas ma casquette de sénatrice, mais là, c'est pour ça que je suis censée connaître ce texte de loi aussi. Et donc, vous considérez que, avec un clin d'œil, que j'étais dehors quand vous avez eu cette discussion et qu'il en faut bien une pour amener les oranges. Donc, voilà, je ne participe pas à cette discussion. Voilà, je vous remercie. Greffier noté, s'il vous plaît. Ce bourreau. Oui, pour information, on a 2 nouveaux agriculteurs là, qui viennent de s'installer, qui vont faire de la culture bio. Monsieur Moya et je ne me rappelle plus le deuxième. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a des exploitants actuels. Des exploitants actuels qui sont demandeurs, notamment d'une évolution par rapport à la culture, pour qu'elle devienne pérenne et qu'elle soit économiquement viable, c'est d'avoir la possibilité d'installer des serres. Donc il y a une démarche aussi à travers la révision du PLU qui vise à les autoriser à installer des serres. Et ça, c'est une forte attente de nos agriculteurs actuels. Et ça paraît important d'y répondre rapidement, sachant qu'il faut quand même faire attention puisqu'on est en zone inondable. Donc ça nécessite des serres particulières. Et là, la commune est là pour les aider à pouvoir
favoriser ces installations dans les meilleurs délais. Tout à fait. Cela étant, quand un certain nombre de propriétaires veulent faire de la céréale, je pense que nous ne sommes pas tellement enclins à les y encourager. Oui, oui, oui. C'est juste une question. Est-ce qu'on sait pourquoi ces terres sont morcelées comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de communes qui se retrouvent... Attendez, il y a beaucoup de communes qui se retrouvent dans une position... C'est un héritage de la Révolution. Après la Révolution, les terres ont été morcelées pour les distribuer aux citoyens, comme on disait. Non, est-ce que c'est le cas ici à Blagnac? Je ne sais pas. Oui, oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, le nom 15 sols, ça veut dire 15 sous. Parce que c'était 15 sous la parcelle. 15 sous la parcelle, c'est une lanière. Hein. C'est à partir de 1991, hein, c'est dans les suites de la Révolution que ces terres ont été distribuées. Pardon 1791. Tu as dit 1991, Pascal. Pascal. Merde, pardon. 1791. Bien, nous allons faire la révolution des graines. Hein. Monsieur le maire, maintenant, on les achète 5 sous. 5 sous, voilà. Bien, monsieur Bidou, je vous laisse passer les différentes acquisitions en notant, s'il vous plaît, que je ne participerai pas au vote de la 26, étant en lien familial avec le propriétaire en question. Eh bien, je vous propose, monsieur le maire, de regrouper la 30, la 29, la 28, la 27 dans un premier temps. Voilà. Donc, on va mettre la 26. Donc, moi, je participe au vote. Qui est contre? Qui est pour? Bien. Et donc, 27, 28, 29 et 30. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté. Vous continuez avec les façades? Absolument. Nous avons arrêté une façade qui appartient à 2 propriétaires, mais vous connaissez tous la maison, puisqu'elle est au bout de la rue Baquet-Fenade. À côté des 3 Cannelles. À côté des 3 Cannelles. C'est une maison où nous sommes particulièrement contents que les 2 propriétaires nous rénovent cette magnifique façade. Donc, je vous propose de donner un avis favorable à ces 2 subventions, dont la première, c'est un montant de 7 000 € et le deuxième, 4 495,32 €. Ça tombe bien parce que les 2 propriétaires font les travaux en même temps. Ça offre un avantage. Voilà. Bien. Je les mets aux voix les 2. 31, 32. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Elles sont approuvées. Monsieur Bourreau, nous avons des créations d'emplois. Oui, c'est la traditionnelle délibération là, pour le fonctionnement des services avec des cadres d'emploi pour les différentes filières. On peut continuer sur une information de l'Assemblée avec la mise à jour de la liste des emplois assujettis aux astreintes. Poursuivez. La 35, c'est les mises à disposition. D'accord qu'on mette aux voix après le tout. Hein. On vote la totale. La 35, c'est les mises à dispo auprès des différents clubs de la ville. La 36, c'est la liste des emplois nécessitant un logement en as, nécessité absolue de service. Donc ça concerne les concierges. Il y a 11 concierges sur la commune pour nos équipements publics. Bien, donc je mets l'ensemble de ces délibérations aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elles sont adoptées. Alors pour les délibérations suivantes, bon, il s'agit d'une demande de Madame le comptable public qui nous demande de redélibérer sur des adhésions, mais adhésions en fait qui ne sont pas nouvelles. C'est-à-dire que ce sont des délibérations, soyons clairs, elle a besoin pour une mise en ordre de ces fichiers que nous redélibérions sur toutes ces adhésions. Alors, si vous êtes d'accord, je dis chaque fois l'association et le montant, et je vais éviter à mes collègues d'intervenir, ça ira beaucoup plus vite. Donc l'association Ping-Pong, c'est 60 €. Le SNSP, donc c'est combien
2117. La Fédération nationale des territoires pour la culture, c'est 511 €. La Commission pour l'image et le son, c'est 100 €. La Fédération de danse, c'est 65 €. Les conseils d'enfants, de jeunes, c'est 220 €. Le syndicat national des patinoires, 350 €. L'Andes, il est là, monsieur Dubos. L'Andes, 450 €, on ne la prend pas? Si, on la prend. L'Association des acheteurs publics, 190 €. Les archives de la Haute-Garonne, 40 €. Interdoc, c'est un peu la même chose, 150 €. Les archivistes, 95 €. Les avenues utilisateurs, c'est 60 €. La Figèse, c'est 200 €. Le club des utilisateurs JFI Chronomie, c'est 350 €. Et en fait, les clubs de la... Non, pas enfin. Enfin, le club de la communication Midi-Pyrénées, 410 €. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, je vais mettre aux voix. Et donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, c'est adopté. La dernière délibération. Donc, M. Loumagne n'étant pas là, je ne lui demande pas de se retirer. Bon, il s'agit d'une demande qui nous a été transmise par l'avocat de M. Loumagne. Il s'agit de Maître Sacha Briand, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui donc sollicite de la part de la ville la demande de protection fonctionnelle. Cette demande de protection fonctionnelle nécessite, pour que nous puissions délibérer, qu'elle corresponde effectivement à une demande fondée. Dans cette affaire, les choses sont un peu complexes, et donc, naturellement, nous avons saisi notre conseil, le cabinet d'avocats Clamens Conseil, avocat qui nous suit dans toute l'affaire du BSR depuis 8 ans. Donc, on est sur une affaire, c'était assez quand même fou, qui date donc depuis 8 ans, où on a eu peut-être 7 ou 8 reports d'audience et de jugement. Donc, l'analyse qui nous est faite par le cabinet Clamens dit que l'avenant contesté, ou tout au moins la convention contestée, a fait l'objet d'abord d'un avenant soumis en conseil municipal le 3 avril 2008, que M. Bernard Loumagne participait et qu'il l'a approuvé, que la délibération qui a été approuvée a donné lieu à une convention, que cette convention reprend exactement les termes de la délibération, et donc le cabinet de conseil considère qu'il y a un conflit d'intérêts manifeste entre la commune et M. Loumagne, et donc cela interdit à la commune d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle de M. Loumagne. C'est donc sur les bases de cette analyse juridique que nous vous proposons donc de refuser cette protection fonctionnelle. Oui, M. Léonard. Du groupe pour les Blagnaquais, bien sûr. Tout d'abord, nous voudrions restituer les faits, afin que nous soyons tous au même niveau d'information. En 2008, une convention financière avait été rédigée par les services des finances entre Blagnac Sporting Club de rugby et la ville de Blagnac, portant sur une somme de 200 000 €. Cette convention devait être signée par le président du club, M. Martinez, et par la ville de Blagnac, soit par le maire ou son représentant. Ce type de convention, généralement signée par l'adjoint aux finances, aurait été mise à la signature de M. Loumagne. Toujours signée par l'adjoint au sport. Aurait été mise à la signature de M. Loumagne. M. Martinez a pour sa part porté plainte contre la mairie
et a prouvé que sa signature apposée sur la convention était un faux. M. Loumagne, entendu par le juge d'instruction, a lui aussi affirmé que sa signature avait été imitée et qu'il s'agissait d'un faux. Le juge lui a proposé de procéder à une expertise graphologique de la signature, ce qu'il a bien sûr accepté. Les résultats de l'expertise sont connus et il s'avère que la signature apposée sur cette convention n'est pas du fait de M. Loumagne. Il m'a demandé de vous lire ce message très court. Je ne peux être présent ce soir pour des raisons médicales et je m'en excuse. Je tiens cependant à vous faire savoir que le juge d'instruction m'a communiqué le 20 février 2018 les résultats de l'expertise graphologique concernant l'avenant numéro 1 de la susdite convention financière. Je vous en cite la conclusion. Je cite. La signature en question, figurant sur l'avenant numéro 1, ne peut être attribuée à la main de M. Loumagne. Il s'agit d'une imitation réalisée par un tiers. C'est l'expert. Fort de cet élément, j'ai porté plainte contre X afin de savoir par qui et pour quelle raison ma signature a été imitée. M. Loumagne a donc démontré, dans le cadre de l'instruction, que sa signature a été imitée. Nous sommes donc en présence d'un document financier émanant de notre collectivité qui s'avère être un faux. Il ne s'agit pas là d'une banale convention de prêt de salle, bien au contraire, d'un acte financier portant sur 200 000 €. Les élus que nous sommes, représentant la population de Blagnac, avons le devoir de connaître la vérité. La personne qui a pris la responsabilité de signer ce document est peut-être toujours dans nos murs, on ne sait pas. Il est donc nécessaire de savoir qui a fait cela et pourquoi. Nous ne comprenons pas votre refus de soutenir M. Loumagne dans sa recherche de vérité. Cela nous concerne tous. En ne recherchant pas la vérité, nous, tous ici, nous nous rendons complices d'un délit. Notre groupe refuse cette complicité. Certes, M. Loumagne est aujourd'hui dans l'opposition, mais en 2008, il avait délégation du maire. Je prendrai un seul exemple. Que diriez-vous s'il s'agissait d'un permis de construire pour lequel quelqu'un aurait imité la signature de l'adjoint chargé de l'urbanisme? Ne lui accorderiez-vous pas la protection fonctionnelle? Je suis persuadé que si. Notre groupe se refuse de cautionner un tel acte. Nous vous demandons, Monsieur le maire, chers collègues, de revoir votre position de refus de protection fonctionnelle. Nous pensons même que la commune de Blagnac se ferait un point d'honneur de s'associer à la recherche de vérité et de porter elle aussi plainte au nom de la ville que nous tous nous représentons ici. Si ce projet de délibération reste en l'état, il est bien évident que nous voterons contre. Monsieur le maire, je vous demande en outre que cette déclaration soit intégralement retranscrite dans le compte-rendu du PV du conseil municipal. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur Léonard. Je voudrais simplement apporter une précision et après je me tairai parce que ce qui vient d'être fait, c'est une violation du secret de l'instruction. Aujourd'hui, il y a une plainte, il y a une instruction. La violation du secret d'instruction, on produit des éléments qui sont des éléments qui participent à l'instruction. Le fait de savoir ce qu'a dit l'expert en graphologie, monsieur, n'appartient qu'aux avocats et qu'aux juges. Aujourd'hui, faire ce qui vient d'être fait, c'est une violation du secret d'instruction et je pense que nous porterons plainte pour violation du secret d'instruction. Moi, je dirais une seule chose, c'est que la délibération, parce que celle-là, elle est publique, et le terme de la délibération, c'était « autorise Monsieur le maire ou Monsieur Bernard Loumagne à signer la convention ». Je trouve simplement, et ça n'engage que moi, un peu singulier qu'alors qu'en 2008, rien n'a été dit, on revienne en 2017 pour dire « je ne l'ai pas signé ». C'est assez incompréhensible lorsque l'on a adopté la délibération dans laquelle il était prévu que cette convention, d'autant plus que cette convention ne faisait que reprendre les éléments de la délibération. Il n'y a aucune différence entre la délibération et la convention. Donc, en même temps, la convention ne peut pas être un faux. La convention serait un faux si elle ne reprenait pas
les éléments de la délibération. En reprenant les éléments de la délibération, la convention n'est pas un faux. La seule chose qui peut être un faux, c'est la signature éventuellement. Mais la convention en elle-même n'est pas un faux. Donc je pense effectivement, bon, je vois que l'avocat de M. Loumagne a rédigé effectivement ce document. J'ajoute quand même que qu'il est un peu surprenant qu'un avocat qui était lui-même partie prenante puisque siégeant au conseil municipal en 2008 soit aujourd'hui l'avocat de quelqu'un qui vient sur une affaire de 2008. Nous demanderons probablement là aussi pourquoi quelqu'un qui était au cœur du dispositif peut en même temps être aujourd'hui le conseil de M. Loumagne sur une affaire. Donc 2008, il était conseiller municipal. On parle d'affaires de 2008. Ça me paraît un peu surprenant. Dans tous les cas, je vais mettre aux voix. Qui est pour... Oui, M. Gerson. Du fait de ma proximité avec l'avocat, on ne prendra pas part à ce vote. Notre groupe ne prendra pas part à ce vote. Bien. Donc, je vais mettre aux voix. Qui vote... alors, qui ne prend pas part au vote? Bien. Qui vote contre? Bien. Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc, cette décision est adoptée à la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui, M. Gerson. Alors, c'est simplement pour relater quelques faits qui se passent à deux endroits. Le premier endroit se trouve au collège Jean Mermoz où, depuis quelques jours, nous assistons à ce qu'une petite bande arrive avec des tasers et embête les collégiens à la sortie de l'école et à la sortie du tramway. J'ai été au commissariat, donc on m'a dit que les choses seraient faites dans ce sens. Ce que nous aimerions, c'est que la police municipale, pendant quelque temps, puisse se rendre plus fréquemment à la sortie du collège Jean Mermoz aux heures habituelles entre 15h30 et 16h30 pour essayer d'éradiquer ces jeunes dont certains ont été déscolarisés de Jean Mermoz. C'est-à-dire que le directeur de l'école ne peut rien faire parce qu'ils ont été déscolarisés. Voilà. Et le deuxième point, c'est derrière le pont de Blagnac, entre le pont de Blagnac et le Deauville, il y a de plus en plus, on me le rapporte, excusez-moi, de trafic qui serait organisé là-bas. Voilà. Alors, merci. Enfin, s'agissant effectivement de ce qui se passe au collège Mermoz, moi j'ai eu cette information aujourd'hui. Donc effectivement, j'ai demandé à ce que nous organisions des visites. On l'avait fait à un moment, au moment où il y avait des bagarres. Et donc, à ce moment-là, nous avions eu des patrouilles de la police municipale et de la police nationale. Et ça s'était effectivement calmé. Donc là, on va demander, et je vais demander aussi directement au commandant de la police nationale d'organiser avec la police municipale des présences pour effectivement arrêter ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Non, on n'a pas de date du prochain conseil. Il y a le prochain conseil, donc vous pouvez le noter, ce sera le 23 juin. Le 23 juin. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et donc je vais lever la séance de ce conseil. 27 juin. 27 juin.